Bienvenue à tous et à toutes. Nous continuons maintenant sur la balistique et on va faire. Alors, on continue après la chute libre sur la balistique et on va faire de la balistique sans frottement. Alors, quelle est la différence avec la chute libre? La chute libre, votre système est simplement soumis à son poids. Ici, notre système est encore simplement soumis à son poids. Maintenant, si je fais une différence avec la chute libre, c'est que je donne en fait une vitesse initiale à mon projectile, ce qui va le faire monter au début, puisqu'il va avoir une certaine énergie cinétique pour monter, on parlera de l'énergie plus tard, et après il va redescendre sous l'action encore du poids. De toute façon, durant tout le temps qui s'écoule et le long de sa trajectoire, le projectile est soumis à une force verticale dirigée vers le bas, appliquée son centre de masse, qui est le poids. Très bien. Alors maintenant, comment on va résoudre ce problème? Eh bien, commençons déjà par un peu la méthode, la démarche que je vous propose. On va définir le référentiel. Notre référentiel, on va dire que c'est le référentiel terrestre qui est absolu. Terrestre, absolu, galiléen. Donc les première et deuxième lois de Newton, ils sont applicables. Ensuite, on va définir le repère qu'on utilise. Donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai déjà défini un repère O, E1, E2 cartésien qui génère les axes X1, X2 qui est lié au référentiel. Donc, il est fixé au référentiel. Donc, mon repère, c'est le repère ayant pour origine O, pour vecteur unitaire E1 et E2. Donc, on travaille dans le plan du tableau, qui est fixe, cartésien, orthonormé, etc. Maintenant, le système, eh bien, c'est mon projectile. Projectile de masse M. Ensuite, alors je peux soit définir directement le modèle des forces, ou les conditions initiales, je vais aller pour le modèle des forces. Peu importe. Modèle de force. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a simplement le poids qui agit sur notre projectile. Je sais que certains se disent, mais si on lance avec une vitesse initiale, alors il y a une force au début du problème. Alors oui, c'est fort probable. Si vous êtes vraiment en train de faire ce problème, vous lancez un projectile, vous allez appliquer une force, d'accord? Et cette force, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler, d'accord? Peut-être vous lancez un projectile, si je lance cette craie, je travaille pour justement déplacer la craie le long de cette trajectoire et la faire passer d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est simplement, on représente, eh bien, une fois que je lâche, ma main n'agit plus sur le projectile, d'accord? Le projectile n'a plus qu'une vitesse. Donc, ce n'est pas une description incorrecte de faire ça, c'est même plutôt correct. En fait, on a transféré de l'énergie mécanique, on a transféré un travail de force, on a fait un travail sur l'objet, et on lui a donné une énergie cinétique. Et il part avec une énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1,5 mv carré pour un poids matériel, et donc il part avec une vitesse initiale. Donc, ce modèle-là est correct, mais du coup, du début du problème jusqu'à la fin, sans frottement, la seule force qui agit sur notre système, c'est le poids. Mg, que je vais projeter du coup dans le repère, et est vertical dirigé vers le bas, comme le vecteur unitaire E2 pointe vers le haut, je dois mettre un signe négatif, donc j'ai moins Mge2. Maintenant, pour les conditions initiales. Eh bien, elles vont m'être données par la position et par la vitesse de ma particule. Maintenant, vous voyez que je me suis arrangé pour placer l'origine du repère au point de départ de la particule. Donc, la position initiale sera nulle. X de 0, Y de 0 égale 0. X de 0 égale Y de 0 égale 0. Maintenant, et peut-être c'est un peu... oui, peut-être je vais le rabattre ici. Désolé, j'aurais peut-être dû prendre la place et être un peu moins avare sur le tableau. Mais peu importe, je vais écrire les conditions initiales sur la vitesse ici. Donc ma vitesse, j'ai un vecteur de vitesse initiale V0, mais je dois l'exprimer dans le repère que j'ai choisi. Alors maintenant, c'est ce que je dis, c'est de la projection. On va simplement dire quel est l'angle entre le vecteur à projeter et le vecteur unitaire du repère. Et donc l'angle touche quel vecteur unitaire du repère? Il touche E1. Donc le cosinus alpha va aller sur E1, tandis que par élimination, le sinus alpha va aller sur E2 pour la projection. Maintenant, il suffit de savoir est-ce que c'est plus ou c'est moins. Eh bien, dans la façon dont mon vecteur est orienté, je vais commencer à son point de départ, je vais me balader en plus E1, donc plus V0 cos alpha, et je vais monter en plus V0 sin alpha. E2 bien sûr, E1 et E2. Par conséquent, je peux dire que x pointe 0, donc ça c'est la vitesse initiale, c'est la composante E1, la composante selon l'axe
que j'ai nommé x1. Peut-être oui, je vais travailler avec x1 et x2, c'est pas grave. Ouais, quoi que... Oui, travaillons avec... Ouais, non, ma foi, j'ai commencé avec x1, x2, je garde ici. Du coup, ici, on va appeler ça x1 et x2. Ça va être peut-être un peu moins cool pour les équations, mais ça va vous habituer à travailler avec ça, parce que quand on passe à plusieurs repères, en général, c'est la notation qu'on adopte. Donc x2 à la verticale, x1 à l'horizontale. Donc la vitesse initiale selon, à l'horizontale, x1 point de 0, donc c'est la vitesse initiale, la composante de vitesse initiale, selon x, ça va être v0 fois le cosinus alpha. Ça, c'est positif. Et la composante à la verticale, ça va être x2 point de 0, ça va être égal à v0 sinus alpha. Tel que si je veux reconstruire le vecteur de vitesse initiale v0, je vais écrire vecteur v0 égale v0 cos alpha e1 plus v0 sin alpha e2. Tac, tac, et je le reconstruis. Donc là, j'ai défini mes conditions initiales sur la position et sur la vitesse. Je peux maintenant faire appel à ma loi de la dynamique, qui va être la deuxième loi de Newton appliquée au point matériel dans le référentiel absolu. Donc je vais simplement écrire que la somme des forces extérieures agissant sur le système doit être égale à la masse fois l'accélération du système. La seule force qui agit étant le poids, je vais obtenir moins mg qui est égal à la masse fois l'accélération, ce que je peux du coup établir en tant que... Alors soit je peux l'écrire en vecteur colonne, je ne vais pas le faire, je vais l'écrire avec les vecteurs unitaires. Donc je vais faire moins mg, E2 est égal à m, et là l'accélération, vecteur accélération, il est égal à quoi? Il est égal à x1 point point E1 plus x2 point point E2. C'est un vecteur. Donc première composante, x1 point point selon le vecteur unitaire E1 plus x2 point point selon le vecteur unitaire E2. Je suis très sûr que la façon dont vous l'avez rencontré normalement, ici vous aurez écrit en colonne les forces selon x, les composantes de force selon y, et ici en colonne, masse fois un vecteur colonne, la composante accélération en x, donc x point point, et si c'était y, donc ça aurait été y point point, sur la deuxième ligne de votre vecteur colonne. Maintenant, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Est-ce que j'ai du E1 à gauche? Non. Du coup, je vais avoir 0 égale mx1 point point. Est-ce que j'ai du E2 à gauche? Oui. Donc je vais avoir moins mg. Donc vous voyez, je prends les composantes, j'égalise composante à composante. Moins mg est égal à, on n'oublie pas de multiplier par la masse, mx2 point point. Très bien. Donc là, en fait, vous voyez que les équations de mouvement sont similaires à celles qu'on a vues dans le cas de chute libre sans vitesse initiale. x1 point point est égal à 0 et x2 point point est égal à moins g. Maintenant, si on intègre ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Je me rabats ici, donc x1 point point, l'accélération selon l'horizontale est nulle, ce qui est logique, il n'y a pas de force à l'horizontale. L'accélération à la verticale n'est pas nulle parce qu'il y a le poids qui agit. Maintenant, je vais intégrer. Quand j'intègre l'équation, si j'ai une accélération, j'arrive à une vitesse. Comme mon intégrale est indéfinie, et à droite, j'intègre 0, de toute façon, je me retrouve avec une constante. Du coup, ici, j'ai C1. x2 point point, je l'intègre aussi, j'obtiens x2 point, est égal à, moins g, c'est une constante, donc je fais moins gt, plus, je n'oublie pas d'ajouter ma constante que j'appelle d1. Si j'intègre une nouvelle fois, j'obtiens, ça je vais les écrire en bleu, enfin les accolades en bleu, parce que c'est aussi ces équations que je vais utiliser avec les conditions initiales pour trouver les constantes. Si j'intègre encore une fois, j'obtiens x1 est égal à C1, c'est une constante, donc je vais avoir C1 fois t, plus C2. Tandis que si j'intègre x2 point, j'obtiens x2, donc sous-entendu dépend du temps, ce sont des fonctions du temps. Moins, donc j'ai moins gt, moins g est une constante, si j'intègre t, j'obtiens t carré divisé par 2. Je peux vérifier en dérivant par rapport au temps, t carré divisé par 2, ça me donne 2t divisé par 2, donc ça donne t. Donc ici j'ai bien moins 1 demi, g t carré, plus d1 est une constante, je multiplie d1 par le temps, plus d2, c'est une nouvelle constante. Donc j'ai 4 constantes à déterminer, C1, C2, D1, D2. Comment je vais les déterminer? Eh bien, je vais simplement passer sur le tableau suivant. Est-ce que j'ai assez de place? Ou peut-être non, je vais le faire là. Je vais les déterminer ici. Hop là. Déterminons les constantes. C1, C2, D1, D2. Donc, je vais prendre déjà les équations sur la vitesse, car c'est les plus simples, on peut dire. Il y a juste une constante qui apparaît
sur chaque équation, donc je peux déterminer immédiatement la valeur de cette constante. Si je commençais par là, j'aurais une constante qui resterait en inconnu. Ah non, 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 puisque le temps est égal à 0. Vous aurez pu commencer aussi par la position, mais je commence par la vitesse. Mais un culpa. Alors, x1.0, donc on évalue au temps initial. x1.0 doit être égal à C1, de toute façon. Et si on remplace x1.0 par ce que ça vaut, c'est V0 cos alpha. Du coup, C1 est égal à V0 cos alpha. On fait la même chose avec x2 point. Au temps initial, ça va être égal à le moins g fois 0 tombe, donc ça va être égal à D1. Par conséquent, on remplace x2 point de 0 par ce qu'il vaut, c'est V0, en fonction des données du problème, c'est V0 fois sinus alpha, qui doit donc être égal à D1. On vient de déterminer D1 et C1. On va passer maintenant sur la position. On sait que la position initiale, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, donc en x1 de 0 ou x2 de 0, ça vaut 0, parce qu'on a placé l'origine du repère sur le point de lancement du projectile. Par conséquent, on sait qu'ici, on va faire x1 de 0, tous les t vont se transformer en 0, donc il ne reste plus que x1 de 0 est égal à C2, mais x1 de 0 étant nul, C2 va être nul. De la même façon, on évalue x2 au temps 0, bien le moins demi g fois 0 carré tombe, plus d1 fois 0 tombe, et il ne nous reste plus que d2. Mais comme x2 de 0 vaut 0, on va avoir que d2 est nul. Par conséquent, la réponse qu'on a, alors là on a les équations horaires, donc on va pouvoir décrire la trajectoire de notre projectile à la verticale et à l'horizontale, sont données comme suit, en fonction des conditions initiales. x1 de t va être donné par v0 cos alpha fois le temps, tandis que x2 de t va être égal à moins 1 demi g t carré plus d1. D1, ça vaut v0 sin alpha, donc on a plus v0 sin alpha fois t. Et voilà. Donc là, vous avez pu déterminer les équations horaires pour votre problème. Et si D1 et D2 n'étaient pas, pardon, D2 et C2 n'étaient pas nuls, vous aurez simplement ajouté des constantes liées à la position initiale de votre particule, de votre projectile. J'espère que c'est clair. Comme d'habitude, faites-le, c'est le conseil que je vous donne. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à aller voir, revoir, puis ne vous limitez pas seulement à ce que je présente. Allez aussi voir, bon, déjà suivez votre cours, mais allez aussi voir d'autres contenus afin de recouper votre connaissance et de l'affiner et de réussir ce genre d'exercice. Voilà, merci, je vous dis à une prochaine vidéo.